merci d'être là à tous. Je voulais simplement vous annoncer la suite. On a dans un mois le professeur de pneumologie, mais qui est un physiologiste, qui parlera des relations entre le cerveau et la respiration. Ensuite, on a un colloque d'histoire des neurosciences qui a lieu, je crois, Olivier, je crois que c'est le 15 décembre, sauf erreur de ma part, où vous êtes conviés. C'est un petit peu compliqué, c'est sur les fonctions cérébrales, toute une journée. Peut-être un petit peu compliqué, mais enfin, ceux de vous qui seraient vraiment intéressés, vous pouvez vous inscrire. Puis ensuite, on aura Alain Berthaud, Cynthia Fleury, Luc Ferry, plein d'autres. Gilles Boeuf qui nous parlera enfin, le programme jusqu'à la fin de l'année est préparé. Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier. Et je voudrais simplement demander à mon ami Roger Paul Droit, philosophe que vous connaissez bien. Roger Paul, je t'en prie, viens là. Je vous propose qu'on l'applaudisse parce que c'est un invité d'honneur quand même. Hein. Assieds-toi. Je pense que tout le monde connaît Roger Paul Droit, ses écrits dans Le Monde, ses grands articles, aussi sa chronique de philosophie hebdomadaire depuis 25 ans, tu m'as dit. Hein ? Bientôt 50 ans. Bon, tu n'étais pas né il y a 50 ans. Si. Bon. Et un nombre de livres absolument remarquable. Le dernier avec son épouse Monique Atlan sur le sens des limites, qui est remarquable, etc. Vous allez voir, c'est un grand intellectuel. Pour moi, c'est un petit peu difficile. On va essayer de parler de la marche et de la pensée, mais enfin, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Et c'est, pour moi, la première fois, en tant que scientifique et de médecin, pour moi, c'est vraiment important d'avoir un contact, un échange, un vrai échange avec un philosophe, entre un philosophe et un scientifique. On en reparlera probablement au cours de ce petit débat. Les deux silos de la philosophie et de la science sont souvent très s'ignorent l'un l'autre. Pas toujours, pas pour tous. Mais là, vraiment, nous avons pu avoir une discussion sur le long terme. Alors, sans tarder, on fera des... Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je suis venu pour ça, c'est quand même idiot. On revient à la formule ancienne. C'est-à-dire qu'après notre débat, on fera plein de questions, j'espère. Ensuite, on aura un petit concert d'un quart d'heure, 20 minutes. Vous verrez, avec un petit trio délicieux. Et puis ensuite, on aura un cocktail et on pourra continuer à parler comme vous voulez et poser des questions. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Et moi, je te donne la parole. Je voudrais savoir, on avait pensé, en tout cas, tous les deux, quand même, en préparant un peu ce débat, ce serait intéressant de voir comment un philosophe a rencontré un scientifique, comment un scientifique a rencontré un philosophe. Eh bien, en fait, tout a commencé dans cette salle, ici même. Et je suis très heureux de m'y retrouver quelques 6 années plus tard, puisque c'était, si ma mémoire est bonne, en 2016, j'ai noté la date, oui, il y aura bientôt exactement 6 ans, le 17 novembre, et j'étais venu parler d'un livre que j'avais publié à l'époque, intitulé « Comment marchent les philosophes ?» et où je m'occupais des rapports entre leur manière de se promener et leurs œuvres et la démarche de leur pensée. Et puis, pour ceux qui ne se promènent pas, des rapports, on en reparlera tout à l'heure, entre la philosophie et le mouvement de la marche, et des mouvements de la pensée et des mouvements du corps. Et la conférence que j'avais donnée ce jour-là s'intitulait « Entre marche et philosophie, quelle relation ?» Et le monsieur qui est là, monter sur scène, faire un peu le clown, mimer des marches, mais oui, ça t'arrive. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui est un grand savant, mais qui ne se prend pas au sérieux. Et ça m'a beaucoup plu. Moi, je suis un petit savant, oui encore, mais j'essaye de ne pas me prendre trop au sérieux. Et nous nous sommes ensuite liés d'amitié. Nous avons fait des promenades ensemble, nous avons marché, parlé, pensé à deux. Ce que tu as oublié de dire, c'est que nous en avons fait un livre qui est paru en mai dernier chez Albin Michel et qui s'intitule « Je marche, donc je pense », où nous dialoguons, comme nous allons le
le faire ce soir. Et donc voilà, j'étais heureux de ce dialogue et, Yves Agide vous le rappelait, surtout de renouer avec un vieil échange perdu aujourd'hui, qui est celui entre science et philosophie. Quand je dis vieil échange, vous savez très bien qu'on ne distinguait pas chez les Grecs entre sage et savant. Le mot sophia, ça veut dire la connaissance et la sagesse ensemble. Socrate, dans le Gorgias, dit à un personnage un peu vantard qui fait l'éloge de l'injustice, de la domination, de la tyrannie, et qui dit, voilà, ça, le tyran qui peut assouvir tous ses plaisirs, voilà le modèle à suivre. Et Socrate lui répond simplement, si tu peux dire une chose pareille, c'est que tu ignores la géométrie. Et pour nous, si vous voulez, le rapport entre géométrie et morale, entre ordre des mathématiques et ordre de l'éthique, c'est perdu. Mais il était tout à fait présent chez les Grecs. Et après, bien évidemment, il y a un long compagnonnage, la séparation, et j'avais arrêté là, ne commence vraiment qu'au XIXe siècle, entre science et philosophie, mais Cuvier appelle encore ses recherches philosophie naturelle, quand il s'occupe des dinosaures et de leur squelette. Et ce que nous avons essayé de faire, sans prétention, modestement, amicalement, et parfois en nous amusant aussi, c'est de renouer cette forme de dialogue. C'est-à-dire que j'ai trouvé en Yves Agide un ami qui m'a appris des choses sur le fonctionnement du cerveau et sur les recherches scientifiques en neurologie. Et j'ai tenté, avec mon regard de philosophe, d'échanger avec lui, ce qui ne veut pas dire que nous étions toujours d'accord, mais nous avons pu mesurer aussi, je crois de façon souvent intéressante ou féconde ou amusante, et utile peut-être, les écarts de nos regards respectifs entre celui du philosophe et celui du scientifique. Et voilà, on a tenté en tout cas de marcher ensemble sans oublier de nous amuser. Voilà. Mais moi, je me souviens en effet que tu avais dit quelque chose, c'est que quand tu pensais, en fait, c'était comme une marche dans ta tête, un avancement avec des déséquilibres rattrapés. Moi, j'avais dit, mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça. En fait, moi, quand je marche, je pense. Autrement dit, ça va être le sujet dont on va parler. D'un côté, le philosophe qui imagine sa pensée comme un avancement, comme une marche, mais avec, bien, on va en parler, la marche, c'est pas seulement l'avancement, c'est aussi des questions d'équilibre, de posture. Et moi qui me disais simplement, comme beaucoup de gens, je pense parmi vous, qui disaient, mais quand je marche, ça me facilite la pensée. Alors à partir de là, en effet, c'est comme ça qu'on est devenu très liés. Et pour moi, juste pour aller dans ton sens, vous êtes ici dans un grand institut de recherche. Je vous rappelle qu'il y a, je crois, quelque chose comme 650 investigateurs ici. C'est vraiment une grosse machine de recherche sur le système nerveux. Et du passé et encore aujourd'hui, je suis toujours un peu gêné de voir des chercheurs qui travaillent comme des bêtes, qui sont penchés sur leur microscope, qui ont du mal à quitter les cultures de cellules sur lesquelles ils travaillent, sans avoir toujours une pensée, une vision sur ce qu'ils font. C'est-à-dire une réflexion historique, l'histoire des découvertes, mais aussi une réflexion philosophique sur ce qu'ils font, c'est-à-dire à quoi ça sert, pourquoi je le fais, ce genre de choses. Et je pense que ça permet aux chercheurs d'avoir une vision beaucoup plus globale de leur travail et donc de faire des découvertes plus ambitieuses. C'était ça mon point. Oui, je crois que tu as raison, mais il faut souligner au passage peut-être que c'est une démarche parfois difficile. Parce qu'on est dans un travail de recherche avec des programmes, des protocoles à suivre, des délais de réponse. Et du coup, on est forcément très souvent sur des rails guidés par les innombrables process à respecter. Et cette part de survol, de surplomb, peut-être de remise en cause et de réflexion qui est indispensable,
on a tendance à l'oublier ou à la déléguer au philosophe qui, lui, ne sait pas du tout ce qui se passe dans la paillasse et va raconter un peu n'importe quoi ou en tout cas des choses pas utiles. Et du coup, il faut essayer effectivement, au moins au cas par cas et à chaque fois, de réenclencher ce type de... C'est bien, mais à t'entendre, ça voudrait dire que finalement, les chercheurs doivent travailler sans trop réfléchir et qu'on commence à réfléchir quand on est à la retraite. C'est quand même pas ça. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est malgré tout, dans la réalité des faits, très souvent la routine qui l'emporte. Et tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut la briser, mais que pour la briser, il y a effectivement un type de déclic qui est nécessaire, peut-être d'effort, enfin d'écart à prendre. Et puis il y a un autre point aussi, c'est qu'il y a quand même, ici notamment dans cet institut, des gens qui font de la recherche et qui pensent autrement que le déroulement de leur recherche et l'objet de leur recherche proprement dit. Mais si vous voulez, le problème, c'est que ça reste enclos. Il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Ici, ça pourrait être comme une tour complètement isolée. Et ça, nous ne le voulions pas. Donc, voilà, les deux silos de la philosophie et de la science qui étaient unis. Je me rappelle, tu me parlais de Leibniz, par exemple, ou de Descartes, c'était quand même... Tous ces gens-là étaient des scientifiques et qui étaient en même temps des philosophes. Ils ont été des mathématiciens, Descartes et géomètres, ont fait un traité d'optique sous le nom de dioptrique. Leibniz invente le calcul infinitésimal et la notion de dérivée, c'est à lui qu'on la doit. Pascal, évidemment, était aussi autant mathématicien que philosophe. Alors, bien évidemment, il distinguait les moments où il faisait des mathématiques et ceux où il faisait de la métaphysique, mais c'était une seule et même, finalement, opération de poursuite de la recherche de la vérité par la raison, que ce soit par des outils mathématiques ou scientifiques, ou bien par la logique et la déduction conceptuelle. Je crois que l'écart, il s'est produit essentiellement à partir de la fin du XVIIIe siècle, lorsque d'une part, plus personne n'a pu maîtriser la totalité des perspectives de connaissance, mais surtout lorsque la spécialisation, l'universitarisation et la disciplinarisation, pour employer un troisième mot affreux, des recherches scientifiques s'est accomplie et s'est intensifiée. Et à partir de ce moment-là, on n'était même plus mathématicien, on était algébriste ou géomètre, et à l'intérieur de l'algèbre, on faisait tel ou tel type de recherche. Et l'expansion, évidemment, des champs de recherche, l'accumulation des connaissances a fait que la spécialisation des cultures, des recherches, a, d'une certaine manière, écarté les questions philosophiques et les questions scientifiques. Et on en est arrivé au XXe siècle, à peu près, à l'idée, non seulement d'une séparation, mais même chez un certain nombre de philosophes. Je pense au Cercle de Vienne, à Carnap et autres, qui disent la métaphysique, c'est comme la musique, c'est un truc, ça n'a rien de scientifique. La recherche de la vérité, elle est scientifique, et du coup, la philosophie en elle-même n'aurait qu'à nettoyer le pont du bateau des chercheurs. Je veux dire nettoyer les concepts, arranger un peu mieux les notions, mais n'aurait plus, jusqu'à un certain point, de domaine propre. Si vous Cet voulez, écart, c'est le langage, tu crois? Les langages sont très différents. Et aujourd'hui, par exemple, je sais pas je sais ta formation, mais c'est une formation dans le domaine des lettres. Chez nous, par exemple, les scientifiques ou les médecins n'ont pas de cours de philosophie à la faculté. Il y a un cours vaguement de psychologie, il y a quelques allusions par certains professeurs intelligents, mais il n'y a pas de formation à la philosophie des sciences, par exemple, ou à la philosophie de la médecine, Canguilhem, Bachelard. Oui, mais il est me semble-t-il, je suis heureusement pas le seul à le penser, et c'est une chose qui est dite et redite par beaucoup de philosophes depuis des années, indispensable que des cours de philosophie évidemment adaptés, mais c'est-à-dire pertinents
pour ceux à qui il s'adresse, soit dispensé dans les facultés de sciences, les facultés de médecine et dans l'ensemble des disciplines non littéraires. Ça, c'est tout à fait indispensable. Et ce dialogue, donc, on a, avec nos petits moyens, nos petits bras et nos petits pieds, on a essayé de le réamorcer au moins. Alors le prétexte, c'était la marche et la pensée. La marche, c'est pour les neurologues. Hein. Les neurologues regardent les gens marcher. Et la pensée, c'est la question fondamentale des philosophes. Donc c'est sur ce sujet qu'on a essayé de commencer à débattre. Et peut-être, je me te pose moi-même une question, c'est fondamental. C'est-à-dire, si on se pose cette question de la relation entre un mouvement automatique comme la marche, tout simple, apparemment en fait très compliqué comme vous verrez, et la pensée, quand même la chose la plus élaborée dans la vie de l'homme, quel est le rapport entre les deux, comment ça a pu se faire. Et pour réfléchir, je pense qu'une manière de faire, c'est de penser à l'ontogénèse, c'est-à-dire comment la marche se développe chez un bébé, mais aussi et surtout comment ça se passe au cours de l'évolution, c'est-à-dire quand est-ce que l'homme marche, hein, quand est-ce qu'il a commencé à marcher et pourquoi. Alors, dans nos pérégrinations et nos promenades, évidemment, on a buté sur cette question. Si il est vrai que l'espèce humaine est la seule espèce vivante sur cette terre à marcher debout, à se déplacer de manière avec une marche bipède, les ours tiennent debout quelques moments, un certain grand singe commence à pouvoir le faire un tout petit peu, mais seuls les hominidés ont commencé à se redresser et à pouvoir, du coup, non seulement voir plus loin, mais ça a entraîné toute une série de développements de la capacité de mobilité des mains, du ballon des bras, du changement du bassin aussi, et du développement du cerveau. Quel est l'élément premier? Alors là, on a plongé évidemment dans les travaux des paléontologues et des paléo-anthropologues. Je pense à Yves Coppens, à Pascal Pic et à bien d'autres, avec cette idée que c'est probablement, il y a 7 millions d'années déjà, avec Toumaï, un des premiers hominidés qui a été découvert après Lucie, qui elle a 3,5 millions d'années. Je ne suis pas spécialiste de ces choses. Si je dis des bêtises, que je ne crois pas, j'espère, tu me corriges. Pas moi. Mais en tout cas, la question à peu près indécidable, c'est de savoir si le cerveau s'est développé parce que le corps s'est redressé, ou si nous sommes mis debout parce que notre cerveau commençait à être différent et plus développé. Et cette question, elle est à peu près, c'est un type de question poulet-œuf, elle est indécidable. On pourrait imaginer aussi qu'il y a eu des interactions, évidemment, et les deux hypothèses ensemble, commençant à adopter par moment, un peu plus longuement, la station debout, l'espèce pas encore humaine, mais déjà plus celle des singes arboricoles, enfin, ou qui vivent dans les arbres plutôt, eh bien, a commencé à changer de mode de vie, a commencé à voir des choses qu'elle ne voyait pas, à faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire, et ça a développé le cerveau, qui, à nouveau, a développé les activités, etc. Et donc, une marche progressive. Tu vas expliquer ça mieux que je ne le bafouille. C'est le vieux débat, c'est-à-dire que d'un côté, l'idée habituelle, c'est de dire que l'homme descend du singe, il arrive à marcher, et puis il faut bien qu'il y ait des prédateurs. Alors il faut alors à ce moment-là, il est dans la savane, il se relève pour vérifier qu'il n'y a pas de prédateurs, et finalement il finit par marcher. L'autre hypothèse, ça c'est l'explication, disons, plus darwinienne, c'est donc ne survivent que les hommes qui ont échappé aux prédateurs grâce à la station debout. L'autre idée, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des mutations dans le cerveau. Et en effet, ce cerveau, il s'est développé de manière spectaculaire.
hein, puisqu'on est passé, je crois que c'était à peu près 300 grammes pour l'homme de Toumaï, pour les hominidés, jusqu'à aujourd'hui presque 3 livres. Donc ces mutations successives qui ont développé en particulier les structures permettant la marche et surtout celles qui permettent la conception et qui permettent la programmation de la marche et d'autres pensées, bien entendu. Alors la même chose se pose pour le bébé. Je peux peut-être en dire un petit mot. Enfin, tout le monde sait très bien que les bébés ne marchent pas à la naissance. Contrairement d'ailleurs, comme tu me l'as souvent fait remarquer, à la plupart des animaux, prenons un cheval, les chevaux par exemple, bon, les poulains, quand il naît, il se met debout tout de suite, il se met à galoper. Nous, on devait se développer pendant 20 ans, n'est-ce pas? Parce que notre cerveau, notre système nerveux essentiellement, se développe jusque bien après la puberté. On pense que même à l'âge de 20 ans, ça continue à se former. Et c'est vrai que vous savez qu'un bébé, il tient sa tête à 3 mois, il tient à 6 mois, et il commence à faire ses premiers pas à 1 an, en moyenne, quoi, en gros, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'il se mette debout? Eh bien, en réalité, la réponse est très simple, c'est-à-dire qu'il y a de manière génétiquement déterminée un système de la marche qu'on va essayer de décrire dans un instant très rapidement, qui se met en place, mais la mise en place de ce système de la marche, pris pour exemple, hein, c'est vrai pour toutes les autres fonctions, se fait progressivement et la croissance de certains neurones permet certains gestes, permet par exemple au bébé de se mettre debout tout doucement, il va grimper, il fait ça, il se met là, puis il fait comme ça, et puis il va finir par marcher comme ça, hein. Ils marchent comme ça, les bébés. C'est-à-dire comme les gens sous, comme les alcooliques. Tu refais le bébé, là? J'adore. Refais-moi le bébé, là. C'est très bien. Je vais me venger. Je sais que tu vas te venger. Je sais. Je vais me venger. Bon, très bien. Mais donc, ils marchent comme un cérébelleux parce que, par exemple, c'est que les fibres du système nerveux qui contrôlent la marche doivent mettre en jeu le cervelet qui est le responsable d'une grande partie de l'équilibre et de la coordination des gestes. Et par conséquent, ces neurones n'ont pas atteint leur cible encore. Elles l'atteindront seulement à partir de l'âge d'1 an. Puis ça continue de se développer. Vous savez que finalement, un enfant commence à vraiment marcher à 2 ans. Et puis, en fait, on voit bien une chose, c'est que la marche d'un enfant de 7 ans, c'est pas la même chose que la marche d'un enfant de 15 ans déjà. Donc ça continue avec le développement de la formation. Alors, tu as déjà commencé à parler de ces rapports entre cerveau et marche dans l'apprentissage de la marche par le tout petit être humain. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi rapidement que possible, mais aussi précisément dans peu de temps, qu'est-ce que c'est les mécanismes de la marche? La marche, comment distingue-t-on une manière normale de marcher d'un trouble qui se manifeste? Comment marchons-nous? Voilà. Oui, pour toi qui le... Mais tu m'avais dit qu'on allait parler 5 minutes de ça. Là, il faut 2 heures pour... Personne n'a 2 heures. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est que la marche? Tu as 6 minutes. Ça a l'air... D'accord. La marche, ça paraît quelque chose de très simple. Alors, bon, je vais faire le guignol, c'est-à-dire que je vais marcher. On marche comme ça paraît complètement simple. Alors, ce qui est intéressant, déjà, vous remarquez une chose, c'est que quand je marche, je parle, j'essaie de répondre à Roger Paul, et donc je marche. Donc ma marche, je ne me rends pas compte que je la fais. Alors je peux marcher en me disant « Ah, je vais marcher comme ça », oui, parce que ça, je suis conscient de le faire. Mais quand je marche normalement, je ne fais pas attention. C'est automatique. C'est automatique, mais c'est en fait d'une complexité absolument inouïe. Parce qu'il y a 3 choses, pour dire les choses simplement et répondre à Roger Paul. Il y a premièrement le fait qu'il faut avancer. J'avance la jambe successivement. Ça, c'est un truc. Mais quand je fais ça, il faut que je garde l'équilibre. Et pour garder l'équilibre, il faut que j'adopte une posture. Alors, je vous le montre. Ça a l'air de rien, mais regardez. Si je me mets là, vous voyez? Bon, je vais faire un premier pas, par exemple. Je fais ça. Vous avez remarqué quelque chose? Pour faire le premier pas, je suis obligé de me déséquilibrer. Parce que si je reste comme ça, je ne peux pas lever le pied.
Pour lever le pied, il faut que je fasse ça. Donc je commence par un déséquilibre. Pour avancer le pied droit, je déséquilibre vers la gauche. Et puis ensuite, quand je fais ça, si je le fais au ralenti, là, je ne peux pas là longtemps, vous savez, c'est un déséquilibre permanent avec le reposé du pied. Il y a une deuxième chose dans cet avancement qui est extraordinaire, qu'on a beaucoup étudié ici, Marie-Laure Welter et son groupe en particulier, c'est que, en fait, quand je lève le pied, j'accélère, et puis quand je repose, je freine. Alors juste tout de suite une chose, vous voyez que ça a l'air dur, on ne le voit pas, mais si je le fais au ralenti, ça va de plus en plus vite, et puis après je freine comme ça, hop. Eh bien, beaucoup de gens qui ont des troubles de la marche, notamment chez les personnes très âgées, au lieu de démarrer harmonieusement et de reposer le pied harmonieusement en freinant, ça retombe brusquement comme ça. C'est comme un robot. C'est-à-dire qu'on marche comme ça. Vous voyez ? Par exemple, j'exagère évidemment un petit peu. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième chose, alors ça, cet avancement est contrôlé par les muscles des jambes, essentiellement. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut que je garde l'équilibre. Qu'est-ce que c'est l'équilibre ? Alors il y a un mythe que je t'ai souvent dit, c'est que les gens disent « mais j'ai des vertiges », par exemple. J'ai des vertiges. En fait, les gens n'ont pas les vertiges. Les vertiges, c'est quand on voit les choses tourner comme ça. En réalité, les gens ont des déséquilibres. Par exemple, moi, si je reste sur une jambe comme ça, j'ai un peu de mal à tenir debout, parce que c'est l'âge, c'est comme ça. Et l'équilibre, c'est contrôlé par quoi ? L'oreille interne, d'accord. La vision, si je ferme les yeux, je vais me casser la figure là-dedans. Et puis, troisièmement, le cervelet. Donc, on a plusieurs éléments. Et puis, un quatrième que j'oublie, évidemment, absolument fondamental, c'est la perception du sol. C'est une forme de sensibilité que nous avons. Je peux me toucher, c'est la sensibilité de la peau superficielle, mais j'ai de la sensibilité dans les muscles et dans mes articulations. Autrement dit, quelqu'un qui a un trouble de la sensibilité des articulations, il ne tient pas debout. Donc ça fait 4 choses. Vous voyez, c'est très compliqué. À chaque fois, c'est des circuits complètement différents. Et puis, pour garder l'équilibre, qu'est-ce que je fais ? Vous allez voir une chose, c'est que, regardez, balance des bras. Autrement dit, j'adopte des postures avec mon tronc. Par exemple, si, je ne vais pas te demander de le faire, mais si je me pousse en arrière, comme ça, hop, je vais mettre les bras comme ça. C'est-à-dire que j'ai des réflexes de posture, etc., etc. Le balancement des bras, c'est quelque chose qui me permet de maintenir l'équilibre, etc., etc. Autrement dit, simplement l'acte de marcher avec des circuits très complexes qui mettent en jeu l'ensemble du système nerveux. En fait, j'avance, je garde mon équilibre et j'adopte une posture pour marcher. Voilà, donc voilà en 3 mots le truc. Vous comprenez toutes les choses que j'ai apprises avec Yves sur les mécanismes là, corporels, posturaux, physiques de la marche, mais aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, neurologiques. Comment les différentes fonctions du cerveau finalement pilotent ces mouvements sans que nous en ayons nécessairement conscience. Nous pouvons prendre conscience des mouvements, mais pas évidemment conscience du travail que fait notre cerveau. Et la première conclusion, moi, que je peux en tirer, c'est d'abord que c'est extraordinairement complexe, alors que, bien évidemment, lorsque chacun d'entre nous est en train de marcher, rien ne nous paraît plus simple, en tout cas quand nous avons acquis la marche, et si nous ne sommes pas entravés par un trouble ou un dysfonctionnement quelconque. Et en tout cas, ce qui nous paraît simple, d'une part, réellement ne l'est pas, mais aussi, probablement, est le point sur lequel s'ancre ou vient s'étayer, prendre son appui, la pensée elle-même et la parole, c'est-à-dire tout ce qui est finalement les 3 caractéristiques principales de l'être humain, c'est de marcher debout, il est le seul à le faire, c'est de s'exprimer par un langage articulé qui relie des sons à des significations, il est aussi
le seul à le faire, et c'est de développer une pensée logique, articulée, et des connaissances à partir de sa pensée. Or, les trois, évidemment, sont groupés sous notre boîte crânienne, et ce sont trois fonctions du cerveau. Donc, l'hypothèse que, pour ma part, j'ai commencé à avoir et que nous avons ensuite examiné ensemble, c'est que les trois ont un rapport, si vous voulez. C'est que le fait de marcher avec ce déséquilibre que Yves vous a montré, le fait que la marche humaine, elle est très, très étrange. Non seulement elle est complexe, mais elle est étrange parmi les espèces, mais en elle-même, c'est une petite chute amorcée qu'il faut rattraper, sinon, évidemment, le déséquilibre va nous faire tomber, mais qu'il faut reproduire ensuite et réactiver, sinon, vous avez fait un pas, mais vous ne ferez pas un deuxième pas si vous ne rechutez pas, au moins amorcer ce déséquilibre. Et le résultat, c'est que nous avançons en marchant debout par un déséquilibre permanent, entretenu et prolongé. C'est comme ça que nous avançons. Et je me suis dit, et c'était ça l'hypothèse de départ, qu'ensuite j'ai soumise au regard du scientifique, c'est que ce déséquilibre, qui est celui de notre marche physique, il est aussi celui de notre marche mentale. Lorsque nous réfléchissons, nous commençons par partir d'un point de départ, une sorte d'évidence ou de certitude ou de conviction, et il va falloir déséquilibrer ça. Il va falloir l'ébranler un peu, le faire bouger pour avancer. Et on a l'impression qu'on va tomber aussi, que nos certitudes ou nos préjugés vacillent. Et ensuite, eh bien, il faudra avoir des hypothèses de rattrapage pour pas que tout ne s'écroule pas, et les remettre de nouveau en cause. Et dans la réflexion, et a fortiori dans la réflexion philosophique, j'ai le sentiment profond que nous faisons quelque chose, non pas d'identique strictement, mais au moins d'analogue, de structurellement semblable à notre marche physique. Nous avançons dans la réflexion, dans la pensée, et nous avançons dans nos phrases, parce que si nous nous arrêtons, voilà, il faut tout le temps que la parole soit d'une certaine manière plus ou moins en déséquilibre, en attente de la suite pour pouvoir avancer. Et d'une certaine manière, je suis convaincu, mais est-ce que c'est une conviction personnelle ou quelque chose qui peut s'étayer? Ça a été un de nos thèmes de discussion. Je suis convaincu qu'il y a, en quelque sorte, dans la marche physique, un premier pattern, enfin un premier modèle qui se retrouve dans la marche mentale, dans la réflexion, comme dans la marche de nos paroles et de nos phrases. Et finalement, des choses principales que j'ai demandé à Yves, c'est est-ce que c'est juste un petit délire de philosophe, c'est-à-dire une hypothèse théorique plus ou moins gratuite, qui peut être séduisante, mais qui n'a pas nécessairement d'ancrage dans la réalité, ou est-ce que, neurologiquement, on peut penser que ça a une validité au moins possible? Alors, évidemment, la réponse, il n'y a pas de réponse de certitude, mais l'hypothèse, on a essayé de creuser un peu. Et pour comprendre, répondre à ta question, il a fallu essayer de discuter qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on marche vraiment. Parce que quand vous marchez, il y a l'exécution de la marche, ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, l'équilibre, etc., l'avancement, la posture, etc. Mais comme je t'ai dit une fois, ça t'avait surpris, je dis, en fait, on ne marche pas avec ses pieds, on marche avec son cerveau. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous décidez de marcher, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut avoir l'idée de la marche. Alors, par exemple, Roger Paul peut me dire « Tiens, viens voir ça ». Alors, je me lève et j'y vais, quoi. Bon. Mais je peux être en train devant une vitrine et puis tout d'un coup, je me dis « Tiens, je vais avancer ». J'y pense pas, mais je pars. Autrement dit, ça part de l'intérieur de mon cerveau.
Soit c'est un appel de l'environnement, soit ça naît de mon cerveau. Bon, ça, on ne va pas parler de ça, c'est un peu compliqué. Mais après, une fois que j'ai l'idée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je décide la marche. On sait comment ça se passe, la décision. Ça se passe là. Ensuite, il faut que je programme la marche. Ça a l'air de rien, mais quand je marche, je ne me dis pas, tiens, je vais avancer le pied droit, je vais avancer le pied gauche, puis je vais mettre le bras là, etc. Tout ça est automatique. Automatique, mais les bras, le corps, le cou, etc., tout se met en branle. Et donc, ce sont des morceaux de système nerveux qui sont situés dans des endroits du cerveau qui se conjuguent pour donner un mouvement instantané, rapide. C'est ce qu'on appelle la programmation. En réalité, tous les objets, la mémoire de la marche, elle est enregistrée dans votre cerveau de manière définitive. Parce que ça a été appris et surappris depuis que vous êtes bébé. Et cette programmation de la marche, ça se fait un tout petit peu en arrière. Décision un peu en avant, programmation. Et puis ensuite, il faut que j'exécute la marche. Il faut que je donne l'ordre de démarrer. Je l'ai décidé, je l'ai programmé et je le mets en route, je mets en œuvre. Et effectivement, à ce moment-là, mon cerveau, alors un tout petit peu en arrière ici, décision là, programmation, ensuite exécution, mise en œuvre de l'exécution ici. Et puis après, c'est l'exécution, ça se fait automatiquement. Les nerfs qui commandent tous les muscles du bras, du tronc, des pieds, etc., qui se mettent en jeu. Autrement dit, quand vous marchez, vous ne vous rendez pas compte, mais on met en route l'ensemble de notre cerveau. Sans compter, entre parenthèses, que quand on avance, eh bien, il y a l'environnement. On voit l'environnement. Donc c'est une perception permanente. Autrement dit, comme d'ailleurs tout acte cérébral, toute activité cérébrale met en jeu l'ensemble de notre cerveau. Si on accepte cette idée-là, maintenant je me mets à la place de Roger Paul pour essayer de répondre à cette question. On s'est dit, quand je commence à avoir une pensée, c'est parce que, par exemple, je te pose une question de l'environnement où tout d'un coup tu as une idée. On va oublier ça. C'est un peu compliqué, ça. Mais après, il faut que tu décides de mettre en route ta pensée. Ta pensée, tu vas la formuler avec des mots, des phrases, des idées. Tout ça, c'est programmé. Tu ne te dis pas, je vais mettre tel phonème à côté de tel autre, et puis avec les deux phonèmes, je vais faire une phrase qui va me donner, je vais les mettre bout à bout de manière volontaire. Tout ça se fait automatiquement. C'est une programmation, tout ça est dans sa tête. Et puis, tu décides, en effet, d'avoir telle pensée. Autrement dit, c'est une analogie très grossière, mais ça veut dire que dans le cerveau, en fait, toutes les activités, qu'elles soient mentales, simplement une pensée, ou que ça soit un acte moteur, ça se déroule selon conceptuellement un même déroulé. À peu de choses près. Ce n'est pas les mêmes circuits, bien sûr. Ce n'est pas les mêmes circuits, mais il y a quelques analogies. C'est un peu comme ça qu'on a tenté d'expliquer l'intuition géniale de Roger Paul. Je ne sais pas si c'était génial, mais en tout cas, on est parti effectivement de deux voies distinctes dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour ma part, je soutiens que penser et marcher, c'est la même chose, d'une certaine manière. Quand on marche dans sa tête ou on marche dans la réalité, mais le mouvement de déséquilibre pour avancer est, d'une certaine manière, le même, ou en tout cas tellement proche, ce qui est illustré par les rapports des philosophes à la marche, peut-être sur lesquels on reviendra une seconde. Mais l'autre versant, c'est qu'il soutenait, non pas, comme je le dis, je marche, que penser, c'est marcher, mais qu'il faut marcher, et c'est ton habitude ou ta manière d'être ou de faire, il faut marcher pour avoir des idées, ou en tout cas pour intensifier la possibilité de le voir. Et ça, est-ce que tu peux le rappeler du point de vue neurologique, comment tu l'expliques ? Je me souviens quand tu as fait ton exposé que tu avais raconté les philosophes
et que tu avais expliqué cette idée, ce déroulement de ta pensée comme un avancement avec des déséquilibres rattrapés. Alors je t'avais provoqué avec un peu de comme ça pour s'amuser. Je t'avais dit mais pas du tout, c'est pas du tout ça. Moi quand j'ai plus d'idées, ben, je vais marcher. Je prends un petit bout de papier d'ailleurs quand j'écris des articles ou des choses comme ça. Quand je suis un peu fatigué, un peu, si on en a assez, au bout d'une heure ou une heure et demie, là, on prend un papier, je vais marcher et puis je prends des notes. Et quand je reviens, je relis les notes. C'est la plupart des choses, c'est complètement stupide d'ailleurs, aucun intérêt. Mais de temps en temps, il y a une petite idée. Donc l'idée, c'est d'ailleurs le titre du bouquin qu'on a pris. Je marche, donc je pense. Est-ce que ça a un sens, ça? Alors il a fallu de la même manière trouver une explication. Alors l'explication, on en a souvent parlé, c'est la suivante. Quand je marche, c'est automatique. Bon, cet automatisme de la marche, c'est exactement comme quand je fais un coup droit au tennis ou quand je fais un pas de valse. Je ne pense pas, c'est automatique, quoi. Par exemple, je vous rends n'importe quel exemple. Et ces mouvements automatiques auxquels on ne pense pas, subconscients, comme j'aime à dire, ces mouvements sont contrôlés par les structures les plus anciennes du cerveau, qu'on appelle les noyaux gris de la base, qui sont volumineux chez les pigeons, chez les oiseaux, chez les reptiles, parce que c'est l'essentiel de leur cerveau, et qui sont responsables de tous ces comportements automatiques. Il suffit de voir un oiseau qui arrive à 40 km à l'heure et qui se pose sur un fil. Vous pouvez toujours essayer, on n'y arrivera jamais, nous. Mais tout ça, c'est réglé, c'est automatique. Ils ont appris, c'est génétiquement terminé, mais appris, ils font ça. Autrement dit, la marche est automatique, gérée par des structures très anciennes au milieu du cerveau, à la base du cerveau. Mais quand je pense, quand j'essaie de m'exprimer devant vous pour dire des choses intelligibles qui ne soient pas complètement idiotes, à ce moment-là, ce n'est pas ces structures-là. J'essaie de dire des choses nouvelles, différentes, originales, jusqu'à un certain point. Et ça, c'est réglé par le cortex cérébral. Vous savez que le cerveau, il y a une couche de cellules à la surface, et on appelle le cortex, hein, c'est simplement... Le cortex, ça veut dire l'écorce, hein, qui est la partie qui permet justement de penser, en particulier la partie antérieure, qui représente, je vous le rappelle, un tiers du cerveau chez l'homme, qui est spécifique pratiquement à l'homme. On a un développement de ces structures corticales antérieures, un tiers, de manière spectaculaire. Et ça permet de penser. Or, le cortex cérébral et les noyaux gris centraux sont très unis. Les noyaux gris centraux sont sous le contrôle de ça. Autrement dit, quand je marche, par exemple, je me dis, tiens, je vais m'arrêter. Ah, ça, c'est le cortex qui a dit aux noyaux gris centraux, arrêtez. Et puis, repartez. Alors, je repars. Voilà. Et ça... Si vous acceptez que quand je marche, automatiquement, c'est les noyaux gris centraux, et quand je pense à quelque chose de différent, autre, c'est mon cortex frontal, l'hypothèse qui vient à l'esprit, c'est que quand on marche, on désengage le cortex cérébral. Le cortex cérébral n'a plus besoin de contrôler ces noyaux gris centraux. Il est libre, il peut flâner, il peut faire ce qu'il sait faire. Qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait penser. Et donc, l'idée, c'est que quand vous marchez, vos noyaux gris centraux tournent à toute vitesse, votre cortex cérébral est libéré, il est tranquille, un peu paresseux, il peut flâner. Éventuellement, il peut avoir des idées classiques, mais aussi des idées originales. Donc, c'était ça l'hypothèse qu'on avait développé. Ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense qu'elle a... Mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui vous explique pourquoi Ivagide, quand il bloque un peu sur un problème de recherche, va marcher pour trouver éventuellement une idée ou une issue à son problème. Noyaux gris centraux qui contrôlent les mouvements de sa marche et qui désengage le cortex frontal. Cela dit, ce n'est pas un problème propre à Yves, c'est bien évidemment quelque chose qui est non seulement bien connu, mais très souvent formulé par une longue tradition de philosophes marcheurs, qui eux aussi ne cessent de dire, pour avoir des idées nouvelles, ou pour y voir plus clair, j'ai absolument besoin
de marcher. C'est le cas, bien sûr, de tous les philosophes de l'Antiquité, dont vous savez très bien que Socrate interpelle les gens dans les rues et marche avec eux, que Platon et les différents interlocuteurs de ces dialogues, dont Socrate bien sûr, mais d'autres personnages, marchent aussi, et parfois très longtemps dans les lois de Platon. Ils traversent une bonne partie de la Crète, enfin ils font 80 km au moins, en plusieurs étapes, tout en discutant. Et l'idée, et pourquoi appelle-t-on les disciples d'Aristote péripatéticiens, sinon parce que péripatein, en grec voulant dire se promener, ce sont les promeneurs, c'est les déambuleurs, c'est ceux qui déambulent tout en parlant et réfléchissant. Mais ça, c'est une, si je puis dire, c'est un pli culturel. C'est une habitude de l'Antiquité, et de la Grèce antique en particulier, que de marcher, penser et parler en même temps. Mais il y a une longue suite de philosophes qui, bien après que ce pli se soit refermé, continuent à le dire. Je pense à Montaigne, qui ne cesse de dire qu'il faut des jambes pour avoir des idées. Je pense ensuite à Rousseau. Rousseau, il le dit merveilleusement, il dit « La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. » Et donc, il y a toute une longue série, je ne vais pas les énumérer tous, mais Kant, évidemment, qui fait ses promenades quotidiennes, Kierkegaard, qui arpente les rues de Copenhague et qui écrit la nuit les idées qui lui sont venues, à tel point que les gens ont mis beaucoup d'années à faire le rapport entre ce type qui voyait toute l'année dans les rues toute la journée et celui qui, sous des pseudonymes différents, publiait toute une série de livres, mais c'était évidemment le même, mais avec le même dispositif. C'est Nietzsche aussi, et plus que tout autre peut-être, qui aura été le penseur marcheur et celui qui fait l'éloge de la marche jusqu'au point de dire, je cite, « Ne prêtez foi, dit-il, à aucune pensée qui n'ait été composée au grand air dans le libre mouvement du corps, à aucune idée où les muscles n'aient été eux aussi à la fête. » Seulement, même si on clôt là la liste qui pourrait se prolonger, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a des tas d'autres philosophes qui sont ce que Nietzsche appelle des culs de plomb, c'est-à-dire des philosophes de bureau, de bibliothèque, assis à leur table ou debout en train d'enseigner à leur chair, mais qui ne marchent pas. Est-ce que c'est pour autant de moins grands philosophes? Est-ce que Descartes, parce qu'il reste au lit la plupart du temps, n'est pas un grand philosophe? Est-ce que Hegel, parce qu'il est constamment à son bureau ou dans ses cours, n'est pas un grand philosophe? Alors qu'est-ce qu'on va dire? Il y a des philosophes qui marchent, d'autres non, et puis c'est une affaire de goût. Ça ne m'a pas paru satisfaisant. Et c'est ça qui m'a conduit à l'idée que finalement, ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas, d'une certaine manière, font la même chose, c'est-à-dire continuent à avancer par des équilibres. Les uns en ayant besoin, certes, de cet exercice physique, mais les autres, chez Descartes par exemple, constamment, il y a l'expression « avancer dans une démonstration », aller pas à pas sur le chemin. La méthode, et le grand terme de Descartes, c'est évidemment la méthode, c'est une route. Ça veut dire sur le chemin, la méthode. C'est suivre la bonne voie, y progresser sans dévier. Et toutes ces métaphores, chez Hegel, c'est encore plus net. Hegel, celui qui ne marche peut-être le moins dans son journal de voyage, il va dans les Alpes. Tous ses contemporains s'extasient devant les sommets et font des randonnées. Lui, il est à l'hôtel, il regarde les sommets, il dit c'est ainsi. On ne peut pas imaginer moins promeneur que Hegel, sauf que il invente la marche des idées, la marche de l'histoire, la marche de l'esprit, et toute sa pensée est une pensée du mouvement interne des concepts. Voilà l'idée, si vous voulez, c'est que le déséquilibre
de la pensée, c'est toujours celui de la marche, soit physiquement, soit mentalement. Et c'est comme ça que nous progressons. Et il vous a dit que ce n'était pas complètement impossible d'imaginer que ça soit confirmé par le fonctionnement neurologique. Voilà, donc on avait, vous voyez, les deux options qui ne sont pas contradictoires. D'un côté, le philosophe qui estime qu'il marche dans sa pensée, et puis le neurologue qui dit que lui, il aime bien marcher parce que ça lui donne des idées nouvelles ou plus originales. Il y avait une chose aussi que je trouvais pouvoir intéressant pour nous autres ici à discuter, c'est le fait, tu te souviens qu'on a discuté du fait que, en réalité, quand on marche, et quand on a d'ailleurs n'importe quel type de mouvement, ce que la posture qui est la tienne, ou quand moi je parle avec mon larynx, ma bouche, etc., où j'agite les bras, en fait, nous ne sommes que mouvement. Nous n'exprimons que par du mouvement. Que ce soit la marche, les gestes, l'élocution, l'écriture, tout ce qu'on voudra, c'est du mouvement. Mais ce mouvement exprime quoi? Il exprime de l'intellect et des émotions. Nous ne sommes qu'intellect et émotion. Je perçois, je vous perçois, ça donne des idées, etc. Et finalement, ces émotions dans le cerveau et cet intellect se conjuguent pour arriver dans cette région merveilleuse qui est à la fois le compositeur et le chef d'orchestre de notre comportement, le cortex frontal. Ça se conjugue et ça donne du mouvement. Et si on adopte cette idée-là, tu te souviens qu'on a commencé à discuter, de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas deviner qui sont les gens, à quoi ils pensent intellectuellement, quel type d'émotions ils ont, simplement en les regardant bien sûr faire des mouvements ou en les regardant simplement marcher. Alors, le fait est qu'il y a un langage postural, il y a des styles de marche, et probablement y a-t-il à apprendre aussi à les déchiffrer. Il y a des choses évidentes. On voit quelqu'un marcher d'un air résolu, décidé, un peu menaçant, ou au contraire marcher timide et un peu apeuré. Mais je pense en particulier, parce qu'il y a des walking studies qui ont commencé à se développer ces 20 dernières années, notamment aux États-Unis, sont évidemment moins développés que les gender studies ou les études postcoloniales et autres. Mais cette étude de la marche a conduit certains chercheurs à chercher, à regarder comment les Romains avaient une perception de leurs voisins ou de leurs contemporains à partir de leur marche. Ça, c'est quelque chose que nous avons tout à fait oublié. Nous ne distinguons généralement pas la région d'où vient quelqu'un ou sa classe sociale à sa manière de marcher. Ils avaient l'œil pour ça. Et ils disent même qu'ils se souviennent, ça c'est un trait de la culture romaine, ils se souviennent de la manière dont leurs amis marchent. Or, nous, c'est quelque chose que nous avons oublié. Nous nous souvenons d'une manière de s'exprimer, d'un geste, d'un timbre de voix. Nous nous souvenons rarement d'une manière de se déplacer et de marcher, parce qu'elles nous paraissent pour la plupart identiques. Mais toi, tu as appris à la fois à lire les démarches du point de vue social dans les tempéraments, mais aussi du point de vue médical, lorsque tu vois, tu fais une partie de ton diagnostic, voyant entrer le patient dans son cabinet. C'est pas moi spécialement, c'est les neurologues. Il y en a quelques-uns ici qui, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un médecin? C'est quelqu'un qui écoute, qui regarde, qui observe. Et les neurologues tout particulièrement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute petite modification du mouvement est liée à une modification du cerveau. Or, dans le cerveau, c'est les émotions et l'intellect. Donc, si on regarde des petites anomalies ici et là dans le comportement, et notamment dans la marche, eh bien, on peut se faire une idée de ce qui se passe dans le cerveau. Alors, pour le neurologue, je ne vais pas insister, mais c'est vrai que vous avez des démarches. Vous pouvez avoir, par exemple, des lésions des nerfs, des lésions de la moelle épinière, des lésions du cervelet, des lésions des nœuds aigris centraux, par exemple la maladie de Parkinson,
ou des lésions de la région frontale qui, à chaque fois, donnent des troubles de la marche différents. Par exemple, si vous gardez les jambes croisées longtemps, je ne sais pas si vous connaissez la statue de Voltaire devant la Sorbonne, de Landowski. On voit Voltaire qui est comme ça. On raconte que le type qui a posé pour la statue, pour qu'on fasse la statue, quand il s'est relevé, il avait les jambes croisées comme ça. Il coinçait son nerf ici, qui permet de relever le pied. Et après, quelqu'un qui a une lésion de ce nerf, si vous voulez, il marche, il ne peut pas relever le pied. Donc il marche en faisant ça. Voilà. Vous voyez, ça fait ça. Alors évidemment, le neurologue voit tout de suite. Si c'est une lésion, par exemple, de la moelle épinière sensitive, les gens ont une marche un peu talonnante, comme ça. Ils marchent comme ça. Si vous avez une démarche cérébelleuse, vous avez le type qui fait ça. Si vous avez, par exemple, un malade parkinsonien, il marche en faisant ça. Il frotte les pieds, il ne bouge pas les mains. Pourquoi? Alors ça, c'est intéressant, je l'ai souvent dit ici. Pourquoi c'est comme ça? Simplement parce que les noyaux gris centraux fonctionnent mal, ces petites structures dont je vous parlais tout à l'heure chez le parkinsonien, qui sont responsables de tous les mouvements automatiques, donc de la marche automatique. Et donc, comme la marche automatique est gênée, il est obligé de compenser par la volonté. C'est épuisant. C'est ce que Jean-Martin Charcot disait en disant « le malade parkinsonien est condamné au mouvement volontaire à perpétuité ». Et puis vous avez des personnes âgées, vous les voyez après 80 ans souvent, ou plus, qui ont des difficultés de la marche. On voit plein de gens qui marchent en faisant ça, qui marchent en faisant ça, qui marchent comme ça, ou qui marchent avec des déambulateurs. Le grand problème du vieillissement, en dehors des troubles de mémoire, eh bien, c'est les troubles de l'équilibre et les troubles de la marche. Donc ça, c'est souvent des dysfonctionnements de l'ensemble du cerveau, mais en particulier de cette région-là. Donc le neurologue, simplement en voyant les gens marcher, donne ça. Et puis, quand vous êtes dans la rue, c'est complètement évident, mais simplement en psychologie courante, comme ça, quand vous regardez les gens marcher, vous voyez bien à qui vous avez affaire. Par exemple, je sais pas, mais je vais faire le couillon, quoi. Voilà, c'est-à-dire, mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un qui est déprimé, il marche comme ça. Bon, par exemple, quelqu'un qui est un peu maladroit, alors il va faire ça. Quelqu'un qui est un tout petit peu efféminé, alors il va faire ça. Quelqu'un, oui, le petit pet superficiel, on l'a appelé dans le truc, c'est-à-dire le type qui fait ça, enfin comme ça. Vous avez le docker qui marche comme ça, voilà, etc. etc. Alors, j'exagère, mais en regardant simplement les gens marcher, on voit beaucoup plus de choses en regardant le visage. Mais déjà, comme ça, on peut avoir une petite idée de la psychologie des gens, quoi, très, très, très sommairement. C'est ça que j'appelle savant pas sérieux. Hein. Oui, c'est pas sérieux, c'est pour... Oui. Non, mais ils ont l'habitude qu'ils fassent le guignol.